Et bonjour à tous et merci de me retrouver pour ce webinaire. Je vois qu'il y a déjà quelques participants. On va attendre encore un tout petit peu histoire d'attendre les retardataires et on va commencer sous peu. Vous avez un chat à disposition? Déjà, si vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, je pense que normalement tout est OK. Yep, me dit Bruno. Merci Bruno. On entend. Hello, yep, parfait. OK, super. Ça a l'air de marcher impeccablement bien. Bonjour Yacine. Écoutez, on va commencer sans plus attendre. On est parti. Tac. Donc bienvenue pour ce webinaire sur une petite introduction au serverless computing avec AWS. Donc je me présente, je suis Antoine Delia, Cloud Engineer chez Tecnofy et aujourd'hui on va prendre 45 minutes de notre temps pour découvrir un petit peu qu'est-ce que le serverless computing, à quoi ça sert et pourquoi ça pourrait vous être utile. Donc on va commencer tout d'abord par la partie un peu plus théorique. Donc vraiment qu'est-ce qu'est le serverless, pourquoi ça a été créé et à quoi ça va vous servir à vous dans votre entreprise. Et ensuite on aura une partie beaucoup plus pratique, qui va se séparer en 2 workshops. Le premier, ça va être de créer une API d'un AWS et ensuite on ira un petit peu plus loin avec le serverless framework. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, on verra ça plus tard. Avant de commencer à savoir certaines choses, pour qui est ce webinaire? Ça va être pour les gens qui veulent se familiariser un petit peu avec le cloud. Voilà, parce que quand on parle de serverless, on fait référence au cloud, j'en parlerai un petit peu dans la partie théorique. Ça sera aussi pour les gens qui ont un niveau plutôt débutant dans le domaine, on va dire, technologique. Donc il n'y a pas besoin d'être un grand développeur ou de ou d'être très calé techniquement pour comprendre, pour suivre. Je vais essayer d'aborder un langage un petit peu basique. Donc voilà, et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Je répondrai de toute façon à la fin à certaines questions. De quoi aurez-vous besoin pour faire les workshops? Alors la première chose dont vous aurez besoin, c'est d'un compte AWS. Donc AWS, c'est notre fournisseur cloud, qui veut dire Amazon Web Service. Alors il vous faut un compte Amazon Web Service, pas un compte Amazon, c'est pas du tout la même chose. Vous pouvez vous en créer un gratuitement. N'ayez pas peur par contre, on va vous demander de rentrer une carte bleue, hein, mais vous avez un compte gratuit et tout ce qu'on va faire dans les workshops sera gratuit, donc il y aura pas de souci au niveau tarifaire là-dessus. Il vous faudra aussi un éditeur de code, donc pour ma part je vais utiliser Visual Studio Code, mais n'importe lequel va très bien faire l'affaire. Il faudra aussi au préalable installer la commande en ligne Amazon AWS, donc la WS-CLI, et enfin il faudra un client d'API, donc moi j'utiliserai Postman. Comme on va créer une API dans AWS, on va essayer de la tester, donc c'est grâce à Postman qu'on va pouvoir faire ces requêtes API. Petite note aussi entre parenthèses, ce webinaire est réalisé sur un MacBook Pro. Je dis pas ça parce que je suis pro Mac, hein, pro Apple, hein, pas du tout. C'est juste qu'il y aura peut-être des petites différences en fonction de si vous êtes sur un Windows ou un Linux. Donc voilà, ne soyez pas, n'ayez pas peur là-dessus. Normalement, ce sera très léger, donc rien qui vous empêche de suivre ce webinaire. Ok, bah allons-y tout de suite. C'est parti. Donc, qu'est-ce que le serverless? Donc, comme son nom l'indique, serverless, ça veut dire serveur less, sans le serveur. L'idée, alors on va pas supprimer les serveurs comme ça, hein, on va juste déplacer ce serveur qui est d'habitude dans votre entreprise, chez vous, et on va le mettre chez votre fournisseur cloud. C'est votre fournisseur cloud qui va s'occuper du serveur. Ça va nous permettre d'éliminer tout ce qui est management d'infrastructure. Plus besoin d'aller acheter un serveur, de le configurer, de le mettre à jour, de le sécuriser, etc. Tout se fait directement grâce à votre fournisseur cloud. On fait un petit peu ce qu'on appelle de l'infrastructure as code, c'est-à-dire en fait au lieu de gérer notre infrastructure de manière un petit peu technique, en vraiment en touchant un petit peu, en mettant les mains dans le cambouis, si on peut dire ça comme ça, l'idée c'est de créer notre infrastructure en codant tout simplement. Ça va simplifier les processus de déploiement du code en production, parce qu'on n'aura plus besoin de gérer, comme je vous ai dit, le fait de sécuriser votre serveur, le fait de le rendre accessible au public, etc. Tout se fera un petit peu automatiquement. Et ça va être un petit peu l'occasion de découvrir un petit peu le cloud, hein. C'est vraiment cette notion qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui, qui fait beaucoup parler, et à raison. Et on va le voir dans la suite. Je vais vous donner un petit exemple très simple pour comprendre un petit peu à quoi ça sert. Et vraiment, parce que là, peut-être je vous raconte ça, s'il faut, c'est pas si magique que ça. Donc, on va prendre un petit exemple assez simple. On va prendre le cas d'un client qui veut accéder à votre site internet. Donc là, vous avez à gauche le client et à droite, vous avez votre serveur. Donc là, c'est le serveur que vous avez dans votre entreprise. On n'a qu'à dire que vous êtes une société qui vend des parfums, mettons, voilà. Vous avez un site e-commerce qui vend des parfums. Vous avez votre client qui va aller sur votre site web. Concrètement, il va se passer deux choses. La première chose, c'est que le client va récupérer les fichiers de votre site web. Donc là, quand je parle de fichiers de site web, je parle de fichiers HTML pour la structure du site, de fichiers CSS pour le design et de fichiers JavaScript pour tout ce qui est la dynamique de votre site. C'est ce qui va permettre à votre site d'être affiché comme il faut à votre client. La deuxième chose que le client va faire, c'est faire des appels API à votre serveur. Sur n'importe quel site aujourd'hui, vous avez un moyen de vous connecter, donc en mettant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et en fait, ce qui va se passer, c'est quand vous allez cliquer sur le bouton connecter, le site va envoyer ces données au serveur via l'API que vous allez mettre en place et qu'on va mettre en place d'ailleurs juste après.
Le serveur va analyser ce qu'on lui a envoyé, il va vérifier que le client est bien, a rentré des bons identifiants et va renvoyer au site une réponse. Soit oui, c'est OK, je te laisse passer, soit non, c'est pas bon, essaye encore. Donc là, on est sur un cas classique, voilà, de site internet et on est dans un cas où tout se passe bien. Sauf qu'en informatique, il y a rien qui se passe jamais bien. Vous avez même des grosses boîtes comme Facebook, YouTube, Instagram qui des fois, tombent en panne, donc ça vous arrivera aussi. Donc mettons dans le cas où vous avez un problème de courant, vous avez une pièce de votre serveur qui est défectueuse, qui tombe en panne. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien c'est très simple, si votre serveur tombe en panne, votre serveur ne peut plus communiquer au client les fichiers de votre site web et votre client ne peut plus faire d'appel API. Ce qui fait qu'au final, le client arrive sur votre site, tout est bloqué, il ne peut rien faire. Et là, pour le coup, c'est quand même assez grave, car en cas si vous rencontrez un jour ce genre de problème, on ne peut pas exactement savoir quand est-ce que ce sera résolu. Si c'est une coupure de courant, c'est pas vous qui gérez ça, donc vous êtes complètement dépendant de votre fournisseur d'électricité. Et de la même manière, si vous avez une pièce qui est défectueuse, si vous n'avez pas de pièce de rechange, il faut en commander une, il faut faire venir quelqu'un sur votre site pour réparer le serveur, et ça peut prendre un temps monstrueux. Dans le management des risques, on appelle ça il y a quelque chose qui s'appelle le RTO, qui veut dire Recovery Time Objective. Concrètement, c'est un temps qu'on se donne lors d'une panne pour que le serveur soit de nouveau opérationnel. Donc ça peut être 3 secondes, ça peut être 10 minutes en fonction de votre business. Et là, en l'occurrence, là où c'est critique, c'est qu'on peut pas exactement savoir combien de temps la panne va rester en place. Et donc ça peut être très critique pour votre business. Donc qu'est-ce qu'on fait pour prévenir ça? On va pouvoir acheter un deuxième serveur. Pourquoi pas? On a 2 serveurs, tout le trafic est dirigé vers le premier. Si le premier tombe en panne, le trafic est redirigé vers le deuxième serveur. Là, comme ça, si jamais il y a un problème, au moins on est assuré que les clients peuvent continuer de venir sur notre site. Pourquoi pas? Le problème de ça, c'est qu'il faut, du coup, acheter un deuxième serveur, ce qui coûte quand même, relativement assez cher. Je sais pas si vous avez une idée du prix des serveurs, mais c'est pas donné. Il faut aussi, du coup, le mettre en place, le configurer exactement comme le premier serveur, déployer le code sur ces 2 serveurs de manière identique et créer une règle qui fait que en cas de panne d'un des 2 serveurs, le routage va se diriger vers le deuxième. Donc là, on a quand même un investissement en termes de coût, en termes de temps et en termes techniques, parce qu'il faut quelqu'un pour gérer tout ça. Donc c'est pas quelque chose qui est forcément facile à réaliser. Mais bon, voilà, vous avez vos 2 serveurs, le trafic marche, vous êtes content. Très bien. Maintenant, on va se placer dans un autre cas de figure. Le cas où vous avez une surcharge de vos serveurs. On va se mettre dans un cas un peu simple. Imaginons nous sommes pendant les fêtes de Noël, pour la Saint-Valentin ou la fête des mères, fête des pères, peu importe. Et vous avez énormément de clients qui viennent sur votre site. Voilà, beaucoup de gens qui veulent acheter des parfums pour Noël. Écoutez, c'est comme ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer sur vos serveurs? Vos serveurs qui n'ont pas l'habitude de gérer autant de trafic d'un coup, eh ben, ils vont tout simplement être surchargés et ne plus être capables de traiter toutes ces demandes, ce qui va créer un problème de serveur. Et donc, on se retrouve dans le même cas que tout à l'heure. C'est-à-dire que les serveurs ne répondent plus, vos clients arrivent sur votre site et il y a une énorme page d'erreur, ils ne peuvent rien faire. Là, c'est encore plus critique pour le coup parce que quand on a une surcharge comme ça, surtout si on a un site e-commerce, c'est qu'il y a beaucoup de ventes qui vont être réalisées. Et si votre site ne marche pas, les clients vont pas attendre que ça refonctionne, hein. Non, non, ils vont partir de votre site et ils vont acheter ailleurs. Et donc là, si vous êtes pendant les fêtes de Noël ou Saint-Valentin, etc., là où vous réalisez votre plus gros business, une panne comme celle-ci peut être très, très, très coûteuse. Donc, qu'est-ce qu'on fait du coup pour corriger ça? Comme tout à l'heure, on rachète des serveurs hein, pour gérer l'impact de cette surcharge. Plus de serveurs qui vont se répartir la charge vont faire que votre site ne crashera plus. Alors ça, c'est bien. Hein. Bon alors là, on a encore racheté 2 autres serveurs, donc là, on est quand même, on est un peu ric-rac niveau argent. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que vous avez passé cette période-là de surcharge, mais quand vous allez revenir à une situation dite classique, là, vous allez avoir 4 serveurs. 4 serveurs pour une demande qui est normale. Donc vous vous retrouvez avec 2 fois plus de serveurs qu'au début, mais la moitié d'entre eux sont utilisés. Donc vous avez acheté 2 serveurs qu'il a fallu configurer, qu'il a fallu mettre en place, qu'il faut laisser tourner H24 au cas où il y a une surcharge, qu'il faut ventiler, aérer, etc. Mais qui tournent un peu dans le vide en fait. Et donc là, en termes de coûts, c'est vraiment et de retour sur investissement, là, c'est vraiment, c'est pas terrible, terrible, quoi. C'est pas terrible, terrible. Et c'est là qu'entre en jeu le serverless. Parce que tous ces problèmes liés à des pannes, à des surcharges, etc., ce n'est plus vous qui allez devoir le gérer, c'est votre fournisseur cloud. C'est lui qui va tester, enfin qui va vérifier plutôt si votre site connaît une surcharge. Et dans ce cas-là, il va faire en sorte de créer plusieurs serveurs. Et dès que cette phase de surcharge sera terminée, ces serveurs seront enlevés, seront terminés, et vous reviendrez à une activité classique, normale. Donc concrètement, de quoi vous passez à côté en ignorant le serverless? Tout d'abord, on l'a vu, une optimisation des coûts. Fini de dépenser des milliers d'euros pour des serveurs dont vous ne savez même pas si vous allez en avoir l'utilité. Donc vous allez faire une économie qui va être monstrueuse sur le long terme, et même sur le court terme d'ailleurs. Plus de problèmes opérationnels.
C'est-à-dire qu'un serveur qui tombe en panne, ce n'est plus à vous de le gérer. C'est votre fournisseur cloud qui va gérer tout ça. Vous allez pouvoir arrêter d'essayer de deviner la capacité. C'est-à-dire que vous allez plus vous poser les questions de est-ce que j'en ai besoin de 2, 3, 4 serveurs, est-ce que pendant les périodes de Noël, il en faudrait peut-être pas un cinquième, et cetera. Ça aussi, c'est terminé. C'est votre fournisseur cloud qui s'en occupe. Les déploiements vont être du coup drastiquement réduits en termes de temps, c'est-à-dire qu'au lieu de déployer sur 4 serveurs différents, s'assurer que tous les serveurs répondent bien, et cetera, vous allez déployer à un seul endroit et cet endroit sera un peu dupliqué, on va dire. Et vous allez travailler aussi dans un environnement qui sera de base sécurisé. Donc on voit un petit peu tous les aspects bénéfiques du serverless et tous ces aspects-là, on les retrouve dans ce qu'on appelle le Well Architected Framework. Désolé pour mon anglais un peu approximatif. C'est un petit peu une documentation AWS qui vous montre un peu les bonnes pratiques à appliquer quand on veut construire des infrastructures cloud. Voilà, donc si tout cela vous intéresse, je vous invite fortement à aller le consulter. C'est vraiment une très bonne documentation, mais c'est un petit peu technique, donc on va pas trop, on va un petit peu le zapper pour ce webinaire-là. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu à quoi sert le serverless et à quel point ça peut nous aider, on va essayer de mettre en place une API. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va mettre en place une API assez simple qui va prendre en compte 2 paramètres, le nom d'utilisateur et le mot de passe, et qui va ensuite déterminer si on est authentifié ou pas. Voilà, on va créer en fait une page de login. Alors pas une page de login, c'est juste l'API qui va traiter la connexion. Donc on va faire 4 choses dans ce premier workshop. On va d'abord se rendre sur la console AWS. On va ensuite créer un code qui va pouvoir répondre à un appel HTTP, un appel API, et on va mettre en place notre API qui va pouvoir autoriser les utilisateurs à réaliser un appel. Et enfin, on va tester avec Postman que tout marche comme il faut. Et bien c'est parti, on va pouvoir de suite lancer ce qu'on a dit et je vous invite du coup à vous rendre sur la console Amazon. Donc l'adresse c'est aws.amazon.com/console. Une fois que vous êtes dessus, soit donc vous créez un free account, un compte gratuit. Moi j'ai déjà un compte donc je vais me sign in, me connecter. Tac. Donc là normalement ça vous demande vos informations de connexion. Moi elles sont déjà rentrées donc je suis connecté d'entrée. Donc voilà, donc vous êtes dans votre console AWS. Et donc là, comme on l'a dit, on va avoir besoin de 2 choses. On va avoir besoin de mettre en place un code qui va gérer l'authentification, c'est-à-dire qui va voir si le nom d'utilisateur et le mot de passe qui sont rentrés sont justes, et aussi d'une API qui va pouvoir autoriser le client à faire des appels. Donc concrètement, l'API en elle-même se traduit dans AWS par le service qui s'appelle API Gateway, que vous avez juste là d'ailleurs, que je viens de visiter, donc il apparaît là. Vous avez la recherche ici, donc vous voyez si vous tapez API, vous avez API Gateway qui va se mettre en premier normalement. Donc ça, ce sera pour l'API. Et pour le code qu'on va lancer tout de suite, on utilise un service qui s'appelle Lambda. On va chercher Lambda et on est parti. Voilà. Donc là, c'est vraiment ici qu'on va mettre tout ce qui est code en fait. Vraiment, on va penser qu'à ça. Donc là, pour l'instant, on n'a aucune fonction de créer. Donc on va créer une fonction. Author from scratch, on laisse ça comme il faut. Le nom de cette fonction, donc on va l'appeler login, parce que c'est une fonction qui va nous permettre de nous loguer. Le runtime, donc ça c'est le langage dans lequel on va créer la fonction. Pour le coup, moi je vais utiliser Python, mais vous voyez que vous pouvez faire avec du C#, du Go, du Java, du JavaScript, du Ruby. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont supportées. Mais en l'occurrence, ce sera du Python. Permission, vous laissez ça comme ça va vous créer des permissions suffisantes pour que votre code s'exécute comme il faut. Et on va créer cette fonction. En attendant, j'ai préparé déjà un code à l'avance, histoire qu'on ne perde pas trop de temps. Je vais le copier, hop, et revenir sur AWS. Voilà, donc là on a notre fonction qui est créée, login. Et si on descend un petit peu, voilà, ici vous avez un code qui a déjà été créé, donc c'est parfait. Quelque chose à savoir sur les lambdas, c'est qu'en fait, il faut toujours renseigner la fonction qui va servir de point d'entrée. En l'occurrence, ici, on a déjà une fonction qui s'appelle lambda handler, ce qui veut dire que lorsque votre fonction lambda va s'exécuter, la fonction s'exécutera toujours en commençant par cette fonction-là. Ce sera votre point d'entrée, tout simplement. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça, il n'y a pas de souci, mais voilà, petite chose à savoir. Donc je vais coller mon code, tac, et je vais vous l'expliquer très rapidement. Concrètement, on va récupérer 2 variables d'environnement qui vont être le nom d'utilisateur et le mot de passe. Que là, on va mettre un mot de passe, je vais mettre Antoine en nom d'utilisateur et Delia en mot de passe, tout simplement. On va avoir notre fonction qui est le point d'entrée. On va récupérer un body, alors c'est un petit peu peut-être technique, mais concrètement ce que va faire le code, c'est tout simplement, on va récupérer le nom d'utilisateur et le mot de passe qui va être envoyé par l'utilisateur et on va le comparer à un nom d'utilisateur et un mot de passe qui sera fixe, qu'on va fixer nous. Si les identifiants sont considérés comme corrects, alors on va retourner un message success validé, comme quoi voilà, l'authentification a réussi. Sinon, on aura une erreur 403 pour nous dire que les credentials ne sont pas corrects. Donc le code est en place, donc il faut juste qu'on rajoute ces 2 petites variables d'environnement. Je vais vous montrer comment on fait vite fait. Voilà, vous avez environment variables juste en dessous. On va edit ça et donc on va rajouter
notre username qui sera Antoine. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Il faudra juste faire attention quand on va faire l'appel à l'API que vous mettiez bien cette valeur-là. Et donc le password, Elia. Voilà. Dans la vraie vie, mettez un mot de passe un peu plus difficile à trouver quand même, hein. Allez, hop, save. Donc on a le nom d'utilisateur et le mot de passe qui sont en variable d'environnement. Pas de souci, jusque-là, on est bon. On n'a plus qu'à cliquer sur Save en haut et on aura notre fonction qui sera sauvegardée et qui est prête à être utilisée. Donc maintenant que c'est en place, on va devoir créer notre API. Donc pour ça, on revient dans Service ici en haut et on va taper API. On va ouvrir API Gateway. Alors là, vous avez plusieurs types d'API que vous pouvez créer. Ce qui est recommandé concrètement, c'est la REST API. Vous avez aujourd'hui la HTTP API qui est un petit peu la nouvelle API qui coûte un peu moins cher et qui est plus adaptée pour faire du web. Mais comme c'est quelque chose qui est sorti très récemment, c'est-à-dire je crois que c'était début de cette année, on va garder quelque chose de plus ancien, de plus solide. Donc on va partir sur une REST API. Donc on est parti, on va build ça. Voilà. Create your first API, on fait OK. Donc on crée bien une REST API, hein, pas une WebSocket, attention. Et donc on va faire une nouvelle API, hein, on part de zéro. On va lui donner un petit nom, donc là on n'a qu'à l'appeler Webinar, parce que nous sommes des gens avec plein d'imagination. Et on va créer l'API, c'est parti. Voilà, donc on arrive sur ce tableau de bord là, où vous allez avoir votre API Webinar ici, et là vous avez les ressources. Donc pour l'instant il n'y a aucune ressource. Nous ce qu'on veut c'est créer une ressource de login, pour compléter ce qu'on a fait tout à l'heure dans notre code. Donc on va créer une ressource, tac, en cliquant ici dans Action Create Ressource, qu'on va appeler Login. Le pass normalement se complète tout seul, on laisse login, c'est très bien. Et on crée la ressource. Donc maintenant qu'on a notre ressource login, il faut lui attribuer des méthodes HTTP. En l'occurrence, nous ce qu'on veut, on va pousser de l'information vers notre serveur, donc on va créer une méthode post. Donc on fait toujours action create méthode, choisir dans la liste déroulante post, valider. Parfait. Donc là, on voit bien que ça a été créé, on va cliquer dessus. Ah bon, ça se fait tout seul, très bien. Et donc là, API Gateway va nous demander quel type d'intégration on va vouloir. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a un utilisateur qui va aller sur cette API-là, va faire une requête, qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe? On peut faire plusieurs choses. On peut faire la lier avec une fonction lambda, donc avec un bouton qu'on a créé. Il y a plusieurs autres options, mais on ne va pas rentrer dans les détails ici. Donc on laisse lambda function, c'est très bien. On va juste cocher ici lambda proxy integration. C'est ce qui va permettre d'avoir des données supplémentaires sur la requête qui vient d'être faite. La région, on va laisser EU West 1. Alors ça, j'en ai pas parlé. Donc il y a plusieurs régions en fait, mais ce qui est préconisé, on va dire, c'est de se mettre dans la région, vous voyez en haut à droite, Irlande, ici dans la liste déroulante. Voilà, Europe-Irlande, ce qui correspond à EU West 1. Concrètement, si vous voulez, c'est la région qui coûte la moins chère et où les nouveaux services AWS sont déployés en premier en général. Donc voilà, c'est toujours bien de se mettre là-dessus. Après, ça marchera partout ailleurs, hein, vous inquiétez pas. Mais pour ce webinaire, on va rester sur EU West 1. Et là, vu qu'on a choisi une intégration de type lambda, fonction lambda, il va falloir mettre la fonction lambda qui va être liée à cette API. Donc là, en l'occurrence, c'était login. Voilà, on tape login, tac, et c'est parfait. Une fois que tout est bon, on peut save. Vous êtes sur le point de créer oui, ok, merci. Et normalement, on devrait être bon. Voilà, impeccable. Donc là, on a notre API qui vient d'être créée. Elle n'est pas encore utilisable parce que là, on l'a pas encore déployée. Elle est un peu en mode brouillon, si vous voulez. Il faut lui dire, c'est bon, c'est OK, je suis sûr que tout est correct, tu peux te déployer et être accessible depuis l'extérieur. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On va toujours dans Action et on va dans API Action ici, Deploy API. Il va falloir choisir un stage. Donc là, concrètement, vous faites nouveau stage et vous mettez dev, par exemple. C'est pour vous dire si vous avez, par exemple, une API qui va être utilisée en production ou en développement, en test, etc. Vous pouvez créer autant de stages que vous voulez. Nous, on va rester en dev pour l'instant. Pas besoin de description, c'est pas très grave, deploy. Et normalement, une fois que c'est bon, voilà, on n'est plus à gauche ici dans ressources, on est dans stage. Donc là, on voit qu'on a notre stage dev qu'on vient de créer. Et on a bel et bien notre login et notre post. C'est parfait. Et si on clique dessus, on voit déjà qu'on a une URL ici. Donc concrètement, c'est déjà l'adresse qui a été créée par Amazon directement, que vous allez pouvoir utiliser pour faire vos appels. Donc là, on va la copier. Et là, maintenant, je vous invite à aller dans Postman, à créer une nouvelle requête. Donc une requête post, hein, comme on l'a dit. Et on va entrer notre URL. Donc là, on est bien sur l'URL de notre API, /dev, donc ça correspond au staging, et /login, ça correspond à notre ressource. Donc là, jusqu'ici, tout va bien. La dernière chose qu'il faut faire, c'est envoyer à notre API le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc là, on va aller dans Body, on va aller dans Raw, on va se mettre en JSON ici, ça sera mieux. Et on va envoyer un petit objet JSON qui va correspondre à username, qui sera notre nom d'utilisateur, donc pour le coup, ça c'est Antoine, et password. Et donc là, j'avais mis Delia. Donc là, mettez bien à mettre les mêmes noms d'utilisateur et mots de passe que vous avez mis dans vos variables d'environnement tout à l'heure quand on était dans la lambda. Et bien, une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à tester. Hop. Donc on va cliquer sur Send et normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir une bonne réponse. On croise les doigts. Successfully authenticated. Et on a bien un code 200 pour dire c'est OK. Donc on a bien été authentifié, notre lambda marche bien. Pour tester que ce soit pas juste un truc bidon, on va mettre un mot de passe pourri, on va remettre Antoine. Donc là, normalement, on devrait avoir une erreur ici 403 avec un message d'erreur.
403 Forbidden and Valid Credentials. Et voilà. Et donc là, en seulement quelques clics, on a créé notre API dans AWS. C'est pas beau ça? Vous pouvez être fiers de vous là, franchement. Allez, on va se remettre sur la présentation. Donc, qu'est-ce qu'il faut en tirer de ça? Donc, on a dans un premier temps les bonnes choses. La première bonne chose, c'est que ça y est, on a créé une API sans avoir de serveur. Voilà. On se débarrasse de notre serveur, le serveur, l'API, tout ça, c'est dans le cloud. On est tranquille. La deuxième bonne chose, c'est la facilité avec laquelle ça a été, la facilité et la rapidité avec laquelle ça a été de mettre en place cette API. C'est-à-dire que là, en quelques clics, en l'espace de 5 minutes, on avait déjà une API qui était fonctionnelle, disponible au public. N'importe qui pouvait y aller. Donc ça, quand même, c'est quand même un avantage considérable. S'il avait fallu faire la même chose, en achetant un serveur, le configurer, mettre en place le code source, faire en sorte que ce soit accessible depuis l'extérieur, etc., ça aurait été bien plus long. Rien que pour ça, déjà, le serverless, c'est quand même incroyable. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est pas tout beau, c'est pas tout propre. Il y a des petites choses qui sont un peu moins bien. Déjà, c'est qu'il faut avoir quelques connaissances dans la console AWS. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais si vous avez plus un profil développeur ou n'importe quoi, vous allez arriver sur la console AWS, vous n'allez pas savoir où aller, vous savez pas savoir quoi faire, c'est pas tip top. Deuxième point un peu négatif, c'est qu'on est loin d'un process infrastructure as code. Là, l'infrastructure, elle a été créée, mais par contre, il n'y a pas de code. Là, tout a été fait à la main, c'est pas exactement l'objectif qu'on s'était fixé. Et puis il y a une partie un petit peu plus moche, un petit peu moins sympathique. La première, c'est qu'il n'y a pas de contrôle de version des sources pour votre infrastructure. Je m'explique. Quand vous avez un code, comme le code qu'on a mis dans la lambda tout à l'heure ici, vous pouvez très simplement le commiter sur Git et vous avez un historique des changements qui ont été faits. Donc là, c'est très bien, c'est impeccable. Donc si jamais vous faites une erreur et que vous poussez un code en production qui est pas bon, à tout moment, vous pouvez revenir en arrière à un état qui était stable pour que ça marche sans problème. Mais dans le cas de l'API qu'on a créé là, dans l'API Gateway, on n'a pas de moyen de dire si jamais on fait un changement, par exemple, si la méthode qui est post, je la change en méthode get, d'un coup tout notre site va être complètement cassé. Et on n'a pas de notion de se dire ah mais qui a fait le changement, quand, pourquoi, et on peut pas revenir à un état précédent. Là, je parle pour qu'une méthode, donc c'est facile, mais si vous avez une API avec énormément de ressources, énormément de méthodes, que vous faites plein de changements en vous disant ok c'est bon, c'est tranquille, et quand vous poussez en production, il n'y a rien qui marche, mais là, vous n'avez rien pour venir en arrière. Là, ça va être un enfer pour revenir dans un état qui est stable. Donc ça, c'est vraiment un point très, très négatif. L'autre point qui est négatif, c'est la difficulté de déployer une nouvelle version. Donc là, je parle en termes de code. Là, on n'avait qu'une seule fonction. Si vous avez des dizaines de fichiers avec des dizaines de fonctions, il va falloir qu'à chaque fois que vous codiez votre truc sur votre ordinateur, que vous copiez votre code, que vous ouvriez la console AWS sur la bonne fonction, coller le code, etc. pour toutes les fonctions, c'est un enfer, ça prend beaucoup trop de temps. Là, c'est juste, c'est pas terrible. On est loin de la facilité de déploiement que je vous ai vendue au départ. Mais vous inquiétez pas, parce que si je vous parle de ces points négatifs, c'est parce qu'il y a un moyen d'y remédier. Et on va voir ça tout de suite avec le framework serverless. Vous avez vu un petit peu cette transition quand même toute trouvée. Donc le framework serverless, donc j'en dis pas trop pour l'instant, on va voir un petit peu ce que ça fait pendant le workshop. Donc concrètement, on va faire 5 choses. On va d'abord installer le framework. On va ensuite mettre en place des credentials AWS, parce que l'idée du serverless, ça va être, enfin, du framework serverless, ça va être de pousser directement, de déployer directement du code dans votre AWS. Mais pour ça, il faut lui donner les droits. Il peut pas faire ça comme ça n'importe comment. Donc c'est ce qu'on va faire. On va ensuite créer un fichier serverless qui va se débrouiller pour tout nous créer automatiquement. Donc plus besoin d'aller dans la console AWS, l'API va être créée toute seule, la lambda aussi, ça sera impeccable. On va déployer tout ça et à la fin, on va tester que tout fonctionne. Eh bien écoutez, sans plus attendre, c'est parti. Donc on a dit, première étape, installer le framework serverless. Donc pour ça, je vais revenir dans mon Visual Studio Code et vous ouvrez votre terminal. Donc si vous ne l'avez pas, vous faites terminal, new terminal et voilà, impeccable. Et là, vous allez taper npm install-g serverless. Alors moi, normalement, il est déjà installé, mais je crois que normalement, ça peut quand même se faire. Ça va peut-être le mettre à jour. Mais voilà, donc première étape, installer serverless. La deuxième étape, pendant que ça charge, ça va être de créer des identifiants AWS que le serverless pourra utiliser pour déployer. Pour ça, on va revenir dans notre console AWS et on va aller dans un service qui s'appelle Identity Access Management, ou pour faire court IAM. Et une fois qu'on sera dans ce service-là, on va aller dans Utilisateur, Users, et on va se créer un nouvel utilisateur. Paf. Alors, le nom, on va l'appeler Serverless, et on va lui donner les droits d'accès programmatiques, ce qui va pouvoir lui permettre de faire des appels API directement sans problème. Il n'y aura pas besoin de lui donner accès à la console, ça, on n'en a pas besoin. Ensuite, on va donner des droits à cet utilisateur. Là, en l'occurrence, pour pas trop complexifier le webinar, je lui mets les droits administrateurs, ce qui n'est pas une très bonne pratique, mais c'est pour faire rapidement. Voilà. On fait Next, Review, on fait Next, et Create User, c'est parti. Donc là, notre utilisateur est créé. Et là, vous allez avoir l'Access Key ID et la Secret Access Key. Concrètement, il faut voir ça un petit peu comme un nom d'utilisateur et un mot de passe. À savoir, par contre,
une chose très importante, c'est que la secret access key ne peut être visible qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'une fois que vous faites show ici, vous la copiez, et après quand vous allez quitter AWS, c'est terminé, vous ne pourrez plus jamais avoir accès à cette clé-là. Donc c'est très important de la noter et de la garder dans un endroit qui est sécurisé, hein, bien entendu, parce qu'après ce sera terminé. Si vous avez une application qui utilise cette secret access key et que vous l'avez oublié, par exemple, vous avez oublié votre secret access key, eh ben vous pouvez plus utiliser cet utilisateur. Il est fichu, il faudra le renouveler. Donc on va prendre cette première clé, je vais la copier. Et on va revenir dans notre Visual Studio Code. Donc là, j'ai mon serverless qui a bien été installé. Pour vérifier, on peut faire serverless-version. Et normalement, vous allez avoir la version du framework qui va s'afficher si tout s'est bien passé. Ah voilà, impeccable. Donc ok, donc ça c'est fait. Donc maintenant, on va pouvoir créer sur notre ordinateur un profil que le serverless va utiliser avec nos credentials de l'utilisateur serverless qui va lui permettre de faire des appels API. Donc, pour ça, il va falloir effectuer la commande suivante, AWS configure --profile, avec un E à la fin, attention, et le nom du profil. Donc, en l'occurrence, je vais appeler ça webinar. Et donc là, normalement, AWS va vous demander 4 choses. La première, donc, c'est l'Access Key ID. Donc ça, on l'a prise tout à l'heure, c'est celle qui était ici. Donc, on copie, on colle. Là, ça va être la Secret Access Key. Donc, en l'occurrence, bon, alors là, ce que je vais faire, c'est pas super sécurisé non plus. Je vais vous la montrer. Normalement, il faut la montrer à personne, hein. Donc là, je vous fais confiance pour pas hacker mon compte, s'il vous plaît, hein. Hop, voilà, on copie, hop, ou discrètement, hop, vous avez rien vu, et on colle. Bon là vous avez vu du coup, donc ça sert à rien, mais c'est pas grave. La région name par default, donc ça c'est Irlande, donc c'est EU-West-1. Et default output format, ça vous pouvez mettre JSON, voilà. Maintenant que ça a été créé, on va se mettre dans ce profil-là. Là pour l'instant, vous voyez à droite, j'ai un profil qui est déjà créé, mais si je l'enlève comme ça en faisant ASP, donc AWS Switch Profile, hein, si je dis pas de bêtises. Donc là, vous avez juste à faire ASP espace le nom du profil qu'on vient de créer, donc c'est-à-dire webinar. Et là, j'ai mon profil webinar que je viens de créer. Donc c'est-à-dire que n'importe quelle commande que je vais exécuter maintenant, qui va faire des appels vers AWS, utilisera ce profil-là et donc ces credentials-là de cet utilisateur serverless. Donc là, pour le coup, ce profil-là a des droits administrateurs en plus à mon compte. Pour tester que ça a bien marché, quand même, si vous voulez être sûr qu'il n'y ait pas de problème, vous faites AWS espace S3 espace LS. Et si vous n'avez pas de message d'erreur, normalement, c'est que ça a bien marché. Voilà, impeccable. Ok, donc on va pouvoir passer à la suite. Donc la suite, c'est simplement ce qu'on avait dit de créer un fichier serverless qui va nous permettre de déployer notre code et notre API de manière automatique. Donc ce fichier, il va s'appeler, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est un fichier YAML, donc là serverless.yaml. Encore une fois, je l'ai déjà fait à l'avance pour pas perdre trop de temps. Mais concrètement, ce qu'il faut savoir de ce fichier. Vous allez avoir ici le nom du service, donc moi en l'occurrence c'est login example. Ici, on va renseigner notre provider, donc AWS. Ça, je vais l'enlever parce qu'on n'en aura pas besoin. Il faut juste préciser la région, qu'on est bien en Irlande, qu'on est bien en Python 3.8. Mais ce qui nous intéresse, c'est ici, functions. C'est là où vous allez décrire quelles sont les fonctions, quel est le code que vous avez envie de déployer sur AWS. Donc là, moi j'ai une fonction, donc j'ai appelé lambda function, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Il faut lui donner un handler. Le handler, si vous vous souvenez, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le point d'entrée de notre fonction. En l'occurrence, nous, ça s'appelle lambda handler. Donc là, il faut bien spécifier l'accès au fichier, donc src, dossier src slash, le nom du fichier, donc c'est main, point, le nom de la fonction. Une fois qu'on a fait ça, donc il y a un petit nom ici, vous mettez ce que vous voulez. On va mettre ici directement nos variables d'environnement, donc plus besoin d'aller dans la console et les taper manuellement. Donc là, encore une fois, username, password, Antoine Delia. Et là, c'est la partie très intéressante, c'est qu'on va pouvoir spécifier des événements, des events. Là, je spécifie un event HTTP qui va répondre sur le pass login avec la méthode post. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va déployer notre fonction lambda, on va lui dire que cette fonction lambda va répondre à un événement qui est HTTP. Donc là, comprenez API Gateway, qui sera sur la ressource login avec la méthode post. Exactement comme on a créé tout à l'heure dans le service API Gateway. Mais là, vous voyez, c'est en 4 lignes. Donc c'est vraiment très rapide, très court. Voilà, donc vous avez votre petit fichier qui est ici. Et une fois que c'est bon, vous allez faire serverless, espace, deploy. Vérifiez bien que vous êtes avec le bon profil ici. Et normalement, on peut déployer. Donc serverless va checker que tout est correct, que votre fichier serverless a bien été écrit, qu'il n'y ait pas des problèmes d'indentation ou de syntaxe. Une fois que c'est bon, il va pousser tout ça sur AWS et va tout mettre en place comme il faut. Et une fois qu'il aura fini, on ira vérifier qu'il a bien fait son travail et on testera dans Postman une nouvelle fois si l'appel à l'API marche bien. Voilà, il a fini de se déployer et on peut voir déjà qu'il nous met à disposition notre endpoint, donc l'adresse URL sur laquelle on va pouvoir faire notre test. Donc déjà, si on veut, on pourrait prendre ce lien et tester notre API. Voilà, donc là, vous avez même pas besoin d'ouvrir un navigateur pour être sûr que ça a bien marché. Normalement, vous n'avez pas eu d'erreur. Vous avez votre endpoint ici. C'est fini, c'est plié. Mais par acquis de conscience, hein, voilà, on a quand même une conscience professionnelle. On va vérifier que ça s'est bien créé comme il faut. Donc première étape, on revient dans Lambda pour vérifier que le code a bien été créé. Et donc là, on constate qu'il y a une nouvelle fonction qui est apparue.
login example dev lambda function. Donc on va cliquer sur la fonction pour s'assurer que tout est bien. Donc on a la fonction qui s'affiche ici. On voit déjà, vous voyez à gauche ici, qui a marqué API Gateway. Donc ça veut potentiellement dire que ça c'est bien fait. On a le code ici qui est impeccable. Environment variables qui s'est mis à jour super bien. Donc de ce côté-là, c'est top. Serverless, ça fait le travail. Maintenant, on va checker l'API, voir si tout est bien configuré également. API Gateway, voilà, donc on a encore une deuxième API, Dev Login Example. On clique dessus, voilà, on a exactement comme tout à l'heure, login post. Si je vais sur post, on va voir aussi normalement que on a bien la lambda ici, login example dev lambda function. Faut un peu tourner la tête, mais c'est l'idée. Et si on va dans le staging ici, on a bien, ça a bien été déployé pardon en dev, et donc on a l'invoke URL qui est là. Et ce sera la même normalement qui est présente ici. Parfait, donc on va copier cette URL là, retournons dans Postman, où nous allons faire une nouvelle requête en utilisant cette URL, toujours sur la méthode post, attention. Pareil dans le body, on va mettre un body row JSON. Alors, je vais pas m'embêter, je vais copier-coller ça. Voilà. Et normalement, si on clique sur send, si tout s'est bien passé, invalid credentials. Oui, mais c'est normal, 403, c'est normal. Le password, c'était Antoine. Hop, c'était un test. Et donc maintenant, Delia, si je renvoie, on a bien un 200. OK, successfully authenticated. Voilà. Bien écoutez, ce deuxième workshop était réalisé avec brio, donc c'est impeccable. Donc on va pouvoir revenir sur la présentation. Donc, que penser de ce qu'on vient de faire? Là, concrètement, on a déployé quand même du code, une API dans le cloud avec une seule commande, serverless deploy. On n'aurait même pas eu besoin d'aller dans la console AWS si on avait déjà eu notre profil créé AWS et si on n'avait pas eu envie de vérifier que tout était bien créé. Donc là, juste depuis notre Visual Studio Code, on crée notre code, on crée notre API, on déploie une seule commande. Donc là, on a une rapidité qui est encore plus monstrueuse que tout à l'heure. Donc Serverless Framework, on a vu que ça pouvait déployer le code, l'API. Donc comme on l'a vu là maintenant, on a un moyen certain de gérer les changements qui se passent dans l'API, parce que là, si on fait un changement dans notre fichier serverless, on peut committer ce fichier et voir les changements qu'il y a eu. Et encore plus, parce que là, je vous ai montré la face visible de l'iceberg, mais le Serverless Framework est capable de beaucoup plus. Et ce sera peut-être le sujet d'un prochain webinar, qui sait, si celui-ci vous plaît. Ce que je vous ai pas dit, c'est que le Serverless Framework marche avec la majorité des fournisseurs cloud. Donc là, on a vu AWS, mais vous pouvez aussi déployer sur Azure, sur Google Cloud Provider et plein d'autres. Et avec le même fichier, sans rien changer. Et enfin, on peut tirer parti d'énormément de plugins qui sont créés par la communauté. Là aussi, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, il y a plein de plugins qui vous permettent de rentrer encore plus dans les détails, encore plus, ce qui vous permet encore moins de toucher à la console AWS et de faire encore plus de l'infrastructure as code. Donc c'est un réel plaisir, quoi. Et voilà, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère que ça vous aura bien plu. Donc, je vais vous laisser 5-10 minutes si vous avez des petites questions concernant le sujet de ce webinaire qui est le serverless computing et j'essaierai au mieux d'y répondre. En tout cas, merci d'y avoir assisté. C'était une première pour moi, donc j'espère que ça vous aura plu. Merci pour le webinaire, me dit Théo. Ben, merci Théo d'y avoir assisté. Ah, Théo, au niveau pricing. Ah, Théo a peur pour ses sous. Au niveau pricing, plus concrètement, ça se passe comment avec du serverless API lambda du coup? Ça coûte combien? Alors Théo, je vais te rassurer tout de suite, ça coûte pas très cher. Si vous avez des questions concernant le pricing, le coût des services proposés par AWS, ce que vous faites, c'est que vous allez dans Google, vous tapez AWS suivi du nom du service, par exemple API Gateway, vous rajoutez pricing. Et là, en général, vous allez avoir une documentation qui vous met le prix que coûte chaque service. Donc là, en l'occurrence, pour API Gateway, on est sur REST API ici. Donc on était région Europe-Irlande. On peut voir que pour des appels API, les premières 333 millionièmes requêtes par mois vont coûter 3,50 $ au million de requêtes. C'est pas grand-chose. Et si on prend l'exemple de Lambda, normalement, c'est le temps d'exécution du code. C'est comme ça que vous êtes facturé par temps d'exécution. Vous ne payez vraiment. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de préciser aussi. Ça me fait penser, du coup, merci Théo. C'est que le principe aussi du cloud, c'est le pay as you go. C'est vraiment, vous ne payez que ce que vous utilisez, quoi. Même si vous avez du code qui ne tourne pas, vous ne le payez pas. Vous payez que ce qui a été utilisé. Et donc, si on va sur AWS Lambda Pricing, c'est 20 centimes pour 1 million de requêtes. Donc, pas grand-chose. Donc, vous voyez bien un petit peu le côté financier. Là, pour le coup, ça se ressent. On est sur quelque chose de très abordable en termes de coût. Donc, voilà pour ta question, mon cher Théo, au niveau pricing. Y a-t-il un moyen d'avoir les API en mode privé ou de façon sécurisée au moins? Alors, oui, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais quand on a créé une API, alors on va revenir sur l'API Gateway, on avait une proposition, on a créé une REST API, mais on avait juste en dessous REST API Private. Donc ça, c'est ce qui vous permet d'avoir des API qui ne seront accessibles que depuis votre cloud Amazon, en fait. Voilà, donc des API vraiment privées. Après, si vous avez des API publiques que vous voulez protéger,
sécurisé. Je pense par exemple si vous avez des requêtes à faire qui sont plus administrateurs, comme par exemple supprimer un utilisateur. Il y a plusieurs moyens dans ce cas-là de mettre en place une sécurité. Vous pouvez soit passer par ce qu'on appelle une Lambda Authorizer. C'est un bout de code qui va s'exécuter à la requête de votre API et qui va vérifier si vous avez les droits ou pas. Vous avez également moyen de créer ce qu'on appelle une API key qu'il faut renseigner dans le header de la requête, qui va vérifier si vous êtes bien accepté ou pas pour faire la requête. Et vous avez autre chose, c'est un service AWS qui s'appelle Cognito, qui permet de gérer justement des pools utilisateurs et de gérer justement plusieurs groupes. Est-ce qu'on est dans un groupe utilisateur, un groupe administrateur, etc. Mais là, on va pas trop rentrer dans les détails là-dessus parce que Cognito, c'est un gros morceau qui pourrait faire l'objet de notre webinar. Donc voilà, donc oui, évidemment, il y a plusieurs manières de rendre l'API soit privée, soit sécurisée. Voilà pour cette question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Un langage à privilégier plus qu'un autre quand on part sur une approche serverless avec AWS. Alors, est-ce que tu parles du langage des lambda, du code en lui-même? Python dans JS Go. Ok, oui, donc je pense que c'est pour les lambda. Mais ça dépend un petit peu de vos préférences. Ce qui est énormément utilisé, c'est Python et Node.js, notamment si vous cherchez sur Stack Overflow des exemples, des aides, etc. Même sur la documentation AWS, c'est Python et Node.js qui sont utilisés en majorité. Donc moi, je vous conseillerais d'aller plus là-dessus. Après, en termes d'optimisation du code, ça serait plus vers du Go, mais c'est un langage qui est peut-être moins accessible que les deux autres. Si vous avez d'autres questions après ce webinaire, surtout, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me demander dans votre cercle LinkedIn. Hein, si vous avez des questions, même par mail, antoine.delia@technofile.io. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Des questions ou un avis sur le webinaire, un sujet pour un futur webinaire, ce que vous voulez. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Donc écoutez, merci encore une fois d'avoir assisté à ce webinaire. Voilà, et je vous dis peut-être à une prochaine fois pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir.